Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre du 36e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis. Nous nous retrouvons pour réinventer le conte par Gallimard Jeunesse en compagnie de Myriam Daman, autrice, de Nicolas Digard, auteur, de François Place, auteur et illustrateur, et cette rencontre sera modérée par Sophie van der Linden. Je vous rappelle que vous pourrez poser des questions via l'onglet Q&R situé en dessous de votre fenêtre Zoom et qu'elles seront relayées en fin de rencontre. Je vous souhaite un très bon moment. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Innombrables sont les récits du monde, affirmait Roland Barthes. Et il est vrai que pas un peuple sur Terre ne s'est privé de créer ses propres contes. On sait aujourd'hui qu'ils remontent très loin dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à la préhistoire sans doute, et qu'ils sont liés aux mythes. Jadis adressés à tous, les contes ont été adaptés au public enfantin, tout au long du développement de la littérature pour la jeunesse, jusqu'à devenir aujourd'hui presque exclusivement attachés à ce public. Le répertoire est à présent très large et prend des dimensions variées. Nous allons aujourd'hui interroger deux démarches de création originale, de nouveaux récits qui s'inscrivent dans cette longue lignée des mythes et des contes. Roi et reine de Babel, écrit et illustré par François Place avec son ample format qui prend une dimension spectaculaire à l'échelle de ces images tableaux envahissant la double page avec un papier très, très épais que vous ne pouvez pas sentir mais que vous pouvez peut-être entendre. Et puis le talisman du loup, écrit par Myriam Daman et Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda avec ses très beaux reflets mordorés. François Place, bonjour. Bonjour. Vous avez publié vos premières illustrations pour Gallimard Jeunesse en 1986 sur un titre qui vous était prédestiné, le livre de la découverte du monde. Vous êtes depuis fidèle en tant qu'illustrateur à des auteurs, notamment Michael Morpurgo ou Timothée de Fontbelle. Vos albums en tant qu'auteur-illustrateur ont marqué l'histoire du livre illustré. Rappelons en 1992 les derniers géants ou à partir de 1996 l'Atlas des géographes d'Urba. Vous avez aussi publié des romans et j'espère que nous parlerons aussi, que nous aurons le temps de parler aussi de votre écriture. Vous publiez donc cet automne ces rois et reines de Babel. Alors, peut-être avant que vous nous disiez pourquoi, alors que tout votre travail oscille entre documentation et imaginaire, qu'on a déjà vu des rois et des reines dans votre travail, c'est la première fois que l'on découvre Babel. Alors avant de nous dire pourquoi vous vous êtes attaché à ce mythe, peut-être, si vous le voulez bien, voulez-vous nous présenter cet ouvrage? Comment on fait Alors je vais montrer tout simplement quelques images. Donc, mon idée de faire ce livre est partie d'un tableau de Bruegel, très, très ancien. Alors je vais le montrer. Que, que j'ai très très longtemps étudié, admiré, pour une raison simple, c'est qu'il part d'un mythe qui est dans la Bible, l'histoire de la construction de la tour de Babel. Les hommes veulent rejoindre le ciel. Nemrod construit cette tour pour rejoindre le ciel, donc pour aller tutoyer Dieu, et Dieu punit les hommes en détruisant la tour et en les rendant incapables de se comprendre. Donc depuis l'effondrement de la tour de Babel, les gens parlent des langues différentes. Dans le tableau de Bruegel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a concentré dans la même image plusieurs siècles en fait de la construction de cette tour fantastique, puisqu'on a à la fois une partie qui est en ruine, une partie qui est en pleine construction, on a le rocher qui est apparent à d'autres endroits. Donc on a l'impression vraiment d'avoir un compactage du temps,
sur une seule image. Et donc, on peut se promener dans l'image à volonté et observer les techniques de construction, observer les gens en train de vivre, observer la ville, la mer. Il y a quelque chose de cosmique dans cette image et en même temps quelque chose de très profondément terrien, très attaché à la matière, à la pierre, à la roche. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et j'ai eu envie, du coup, en me disant, mais c'est pas l'œuvre d'un seul homme, le roi Nemrod, il faut toute une dynastie pour construire une tour pareille. Donc j'ai eu envie de raconter l'histoire de cette dynastie, et c'est pour ça que ça s'appelle Rois et Reines de Babel. Donc vous repartez du prince Nemrod que vous placez en ouverture dans un mouvement de chasse et on va retrouver en fait les différents états que vous pointiez dans la peinture de Bruegel dans votre livre au fil donc de cette dynastie qui va construire dans différents mouvements cette tour. On part des ruines, enfin, on part d'un rocher et on aboutit aux ruines. Alors j'ai découvert en fait plus tard, bien après avoir écrit l'histoire, que Nemrod était un grand chasseur. Je l'ignorais lorsque j'ai raconté l'histoire, mais mon idée était de partir après ce cerf blanc, d'avoir une espèce de traque comme ça qui dure plusieurs jours, et le cerf s'échappe dans les rochers, euh, échappe aux chasseurs, trouve refuge auprès d'un ermite, et c'est cet ermite qui va prédire au roi qu'il deviendra un très grand bâtisseur et qu'il va construire une tour gigantesque au milieu de ce rocher. Et cette tour sera en même temps une ville et un royaume. Voilà. Donc voilà, c'était l'idée était de partir de la nature et puis d'arriver à la culture, de partir de la traque du cerf dans la forêt et progressivement d'arriver, je sais pas, à la bibliothèque, aux livres, etc. Et de montrer tout un mouvement, voilà, qui épouse un petit peu le mouvement de l'humanité quand on la reprend depuis le début. C'est la complexité, le fait qu'on n'est plus simplement, plus du tout des nomades, mais qu'on est devenu sédentaire, qu'on a construit, etc. Et puis bon, c'est vrai que ça s'achève sur une question parce que il ne reste de la tour que des ruines. Mais bon, ce sont les ruines qui nous interrogent sur des civilisations disparues, sur le fait que nous sommes voués aussi à disparaître, enfin, je l'espère le plus tard possible, mais que voilà, il y a dans l'histoire, il est écrit aussi dans l'histoire que les choses ne durent pas indéfiniment. Et donc voilà, c'est une histoire qui vient en boucle. On retrouve le vieil ermite comme s'il pouvait vivre, lui, plusieurs centaines d'années et retrouver la dernière reine, mais cette fois-ci quand elle passe dans le ciel sur un cerf blanc. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair dans. Tout à fait clair. C'est un projet qui vous a mobilisé sur de longues années et les images sont extrêmement impressionnantes. Est-ce que vous voulez nous parler de votre travail sur, déjà sur ces images? Alors, peut-être sur de longues années dans le fait que ça a mûri parce que c'est un projet sur lequel c'est vrai qu'il a peut-être 20 ou 30 ans, mais voilà, je l'ai laissé vraiment de côté pendant très longtemps et puis je revenais sur des carnets de croquis comme ça autour, soit de la tour de Babel, soit de rêveries autour des ruines, autour de tout ce qui est du domaine de la construction, sans savoir exactement comment je pourrais, avec ça, avec ces images qu'on a dans la tête, fabriquer une histoire. Mais je voulais vraiment que cette histoire ressemble un peu à ces histoires que j'adorais quand j'étais enfant. C'était une collection qui s'appelait Contes et légendes, où on avait à la fois les contes populaires, traditionnels, mais on avait aussi toute une partie, par exemple, j'adorais Contes et légendes de la Grèce antique. Pour moi, ça a été une porte ouverte sur l'Antiquité, même sur la littérature, parce que découvrir ces mythes fabuleux, savoir qu'ils étaient à l'époque tenus pour pratiquement vrais, quoi. Enfin, le mythe n'est pas fait pour raconter des histoires, c'est vraiment c'est une forme d'explication du monde. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de me lancer sur les traces des contes et légendes. Alors du point de vue vraiment de l'image et de votre travail technique, nous on est extrêmement impressionnés par ces images qui sont très suggestives.
mais derrière, il y a tout un processus d'élaboration de ces images. Peut-être on peut s'arrêter sur ce très très beau paysage de neige. Alors, oui, j'ai fait pas mal d'esquisses avant, qui sont comment dire? Des tracés à la plume avec des aquarelles et puis j'essaye, dans mon dessin de retrouver la liberté de l'esquisse, c'est-à-dire d'avoir un trait qui est proche de l'écriture, qui est cursif, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la plume qui trace. Mais en même temps, comme je suis tenu à une certaine précision, parce que je veux raconter beaucoup de choses dans chaque image, ça m'oblige à, voilà, à trouver, par exemple, une écriture particulière pour les arbres, une écriture particulière pour le bois, les maisons, et cetera. C'est très amusant à faire et c'est assez long. Et puis l'aquarelle aussi, j'aime beaucoup la technique de l'aquarelle parce qu'il y a une forme d'imprévu dans l'aquarelle. On ne sait pas toujours si la couleur qu'on pose en séchant va être exactement la même que celle qu'on a vue au bout du pinceau. Et puis il y a une technique dans l'aquarelle qui est qu'on garde le blanc du papier pour le blanc pur, et donc on travaille qu'avec des transparences. Et donc ce sont des images qui montent un petit peu comme dans des photographies traditionnelles, dans un bain de révélateur. Voilà, on a l'image qui monte petit à petit. Et puis j'aime bien ce temps passé sur l'image à la voir apparaître au fur et à mesure que je la dessine. Voilà. Et donc dans cette image, alors celle-là, je l'avais refusée, j'avais fait des petits points de neige et je trouvais que ça faisait un peu boîte à gâteaux. Donc j'avais envie de quelque chose un peu moins précieux. Donc je suis revenu à une image sans les petits points de neige, avec quelque chose de plus brutal, voilà. Et en enlevant la mer aussi pour avoir simplement une nappe de lumière, parce que il faut penser à la place du texte dans l'illustration, et donc il faut savoir où est-ce qu'il va à peu près se promener, et il faut lui ménager un espace où il puisse respirer. Alors, il y a un autre aspect qui vous a demandé de longues recherches, c'est la couverture. Oui, parce que la couverture, c'était compliqué. Est-ce que je la montre en entier ou est-ce que j'en montre qu'une partie? Alors j'étais très tenté de ne montrer qu'un morceau de la tour, mais du coup, à l'intérieur du livre, on ne la voit jamais dans sa totalité. C'est aussi l'idée de la peinture de Bruegel. Ce qui me fascinait, c'est ce projet pharaonique. Alors lui, il la montre en entier, mais en fait, on peut sans arrêt zoomer dessus et se promener dedans. Et donc moi, mes images, dans le livre, on ne la voit jamais en entier. On pourrait imaginer que ce sont plusieurs tours, que c'est un collage de plusieurs endroits qui se sont superposés, peut-être au fil du temps. Mais là, pour la couverture, après avoir fait quelques essais où j'étais dans des variations comme ça sur l'approche de la tour, je me suis dit, bah non, il faut qu'on la voit en entier, au moins une fois, et dans la couverture si possible. Donc voilà, je me suis orienté vers une couverture où on voyait la tour en entier. Mais après, le maquettiste a dit que si on la voyait complètement, c'était pas satisfaisant non plus. Il fallait en couper un petit bout en haut pour qu'on reste dans l'idée qu'on rejoint le ciel et qu'il y a une part d'inachevé, qu'on ne sait pas trop si elle est vraiment finie. Et donc voilà, je du coup, j'ai fait 2 couvertures. J'en ai fait une où elle était complète et puis je l'ai refaite en tenant compte de cette idée que je trouvais bonne. Voilà, de me dire, il faut pas qu'on voit, il faut pas qu'elle soit intégralement dans l'image. Il faut qu'il y ait un bout qui parte comme ça, hors du format. Merci François Place de cette première exploration des coulisses Merci de Roi et beaucoup. Reine de Babel, publié chez Gallimard Jeunesse. Toujours chez Gallimard Jeunesse, donc le Talisman du loup de Myriam Daman et Nicolas Digard. Myriam Daman, vous êtes autrice d'ouvrages pour la jeunesse depuis 2014, année où vous avez publié pour Magnard Ma maison à le hockey. On vous doit récemment un petit guide d'un genre nouveau aux éditions Talent Haut, tout pour devenir une sorcière. Nicolas Digard, vous êtes, vous, scénariste pour des séries d'animation depuis une bonne dizaine d'années.
Vous êtes également écrivain en littérature générale. Vous avez publié un premier roman, Les Loups de Sherwood, chez Plon en 2016. Et vous êtes auteur de plusieurs textes pour la jeunesse, de bandes dessinées ou d'albums. On peut citer la série Figiel et Fluffy, un album Slurp chez Petit Glénat, ou Le Manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin chez Nathan. Alors, finalement, on a l'impression que l'on quitte Babel, mais pas du tout, puisque vos parcours d'auteur, mais surtout l'histoire de la publication de cet album, Le Talisman du Loup, est une histoire de Babel très moderne, emblématique, enfin un conte moderne finalement de l'édition mondialisée. Est-ce que vous voulez nous raconter cette genèse-là? Ouais, c'est vrai que c'est une histoire à multiples rebondissements, je dirais, puisqu'en fait on a écrit ce texte à quatre mains avec Myriam en 2014, et que on était tombé amoureux de l'univers graphique de Julia Sarda, qui est une illustratrice espagnole. Et donc on avait écrit le texte en français, on l'avait traduit en anglais pour qu'elle puisse le lire et le comprendre. Et avec une chance incroyable, elle avait accepté de partir avec nous sur ce projet. Et là, on avait commencé à le montrer aux éditeurs en France. Et en France, malheureusement, au bout d'un an, un an et demi même, on a constaté qu'on n'avait aucune réponse. On a eu quelques refus, et sinon, c'était le silence absolu, quoi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, puisque le texte est traduit en anglais, on a demandé à Julia si elle pouvait présenter le texte à ses agents anglais. Et son agent a fini par trouver un éditeur en anglais, en Angleterre, qui s'appelle Orcade. Et donc, le livre a été publié en Angleterre avant d'exister en France. Et ça, pendant un an, comment dire, on a monté le livre, et l'éditeur anglais a cherché à vendre le livre à l'étranger. Et c'est Gallimard qui a décidé de le publier pour nous. Et nous, on était quand même assez ravis de voir ce livre publié chez Gallimard. Et donc, il existe en France depuis. Ils sont sortis pratiquement simultanément, à un mois de différence. Et donc voilà, donc nous, on est ravis d'avoir ce livre, dont on est super fiers, qui existe des deux côtés de la Manche, quoi. Alors en fait, Ouais, pardon. on passe de Babel un véritable conte de fées d'auteur, une histoire digne des contes de fées pour l'histoire de cette publication. Myriam? Non, juste pour dire que voilà, comme disait Nicolas, qu'il a beaucoup voyagé et on est à la fois auteur, traducteur dans un sens puis dans l'autre, puis encore, enfin, voilà, donc il a vécu beaucoup de transformations aussi dans toutes ces étapes de sa vie, ce texte. Et effectivement, on est très content du résultat et de le voir exister aussi en France, parce que c'était important pour nous. Et puis voilà, on est très content de pouvoir vivre ça ici aussi. Alors à toutes ces nationalités qui entourent la création de ce projet, s'en ajoute une, celle des contes russes. On est plongé dans une ambiance de forêt profonde, où on retrouve des motifs traditionnels des contes. Ici, le héros, finalement, est un loup. Donc, vous oscillez vraiment entre la tradition du conte et une forme tout à fait accomplie de modernité. Ouais, nous, c'était vraiment l'idée de départ de ce projet. On voulait retranscrire cette ambiance, ce langage de conte à l'ancienne, vraiment plonger dans quelque chose qui peut faire écho à La Belle et la Bête, au Petit Chaperon Rouge, à la Petite Sirène, enfin, d'être vraiment dans cette veine
tout en ayant un récit qui est nouveau, en racontant quelque chose voilà, qui n'est pas une réécriture d'un seul conte. Donc on n'est pas vraiment pas dans la redite d'une histoire en particulier, mais arriver à puiser dans cette espèce d'inconscient collectif des contes qu'on a tous et en même temps avec notre regard aujourd'hui et peut-être une modernité qui vient des questionnements qu'on se pose, du propos aussi. Je ne veux pas forcément révéler la fin, mais on s'est posé beaucoup de questions sur les représentations des personnages pour avoir à la fois des personnages qui sont des archétypes, le loup, la jeune femme, et en même temps qui ne soient pas des caricatures. Et là-dessus, je voudrais ajouter d'ailleurs que Julia nous a beaucoup aidé sur l'aspect moderne, parce qu'en fait, elle nous a surpris, puisque les premières illustrations qu'elle nous a envoyées, la jeune femme, on la voit là d'ailleurs sur cette image là que vous partagez, la jeune femme qu'elle nous a présentée tout de suite avait cette espèce de pull un peu années 60, 70, quoi, et qui nous a beaucoup marqué et nous a beaucoup aussi soutenu dans cette idée d'essayer de faire quelque chose d'un peu intemporel qui pourrait à la fois se situer dans ces vieux contes de Grimm dans le Moyen-Âge et qui en même temps pourrait aussi se trouver à notre époque ou à une époque un peu indéfinissable. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a renforcé dans cette idée de faire quelque chose d'un peu multiforme, quoi. Ouais, là on voit du coup l'image que vous projetez, c'est une des deux images de notre tout premier dossier, donc ça a beaucoup évolué. Enfin, on reconnaît quand même certaines scènes et on reconnaît effectivement le personnage a déjà son look, mais le style de Julia a beaucoup évolué puisque c'était en 2014-2015 ça, et donc là le livre est sorti en 2020 et c'est vrai qu'elle a eu tout aussi un parcours elle dans sa recherche dans le produit, enfin le livre tel qu'il est aujourd'hui. On est beaucoup plus dans la référence effectivement aux contes russes. Ivan Bilibin qui est une très forte influence que Julia reconnaît beaucoup. Les estampes japonaises aussi, voilà, oui, ça c'est les cadres, on retrouve beaucoup ça dans le livre, les cadres voilà, qui évoquent le style d'Ivan Bilibin, ce côté très à l'ancienne. Je sais qu'elle est allée puiser aussi dans les tapisseries médiévales, les estampes japonaises, et en même temps, voilà, on a là en chercher de la modernité et en cassant ce côté conte très classique avec des éléments qu'on a du mal à situer, que ce soit temporellement ou géographiquement. On ne sait pas trop. On sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu russe, mais en même temps, voilà. Moi, cette scène, j'aime beaucoup cette image. Et moi, j'y vois des choses qui me font penser à la maison de mes grands-parents au Maroc. Je sais que j'avais vu des commentaires de lecteurs qui disaient que ça leur évoquait les tapis perses, cette ambiance un peu iranienne. Enfin voilà, on n'est pas forcément sûr de où est-ce qu'on est exactement et quand. Voilà. Mais cette image me touche beaucoup. Et c'est vrai que du coup, pour revenir sur cette histoire effectivement de modernité, de mélange des genres, il y a aussi ces deux photos qui sont derrière le père malade de cette jeune fille, qui sont une idée de Julia, en fait, qui nous a aussi surprise à ce niveau-là, où en fait ces deux photos noir et blanc de personnages, on a l'impression je sais pas, des années 1920, 1930. Et donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment ce jeu de réponse entre le texte et entre l'image qui nous a beaucoup plu et nous a beaucoup orienté, quoi. Sur cette image-là, c'était en fait, il y a eu une évolution entre le moment où les premiers croquis nous sont arrivés et les moments où on a eu l'image définitive, puisqu'en fait, on en avait parlé beaucoup avec Julia, que le personnage féminin, donc cette jeune femme, nous tournait souvent le dos, et qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça nous donnait une impression qui était un peu lourde et un peu dure. Et donc, on avait demandé à Julia d'avoir, il y a deux photos, on la voit sur son métier, enfin deux images où on la voit sur son métier à tisser, on l'a demandé d'en avoir une où on la voit de dos et une où on la voit de face. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur cette image. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Ouais, donc là, on voit l'image finalisée. C'est vrai que le croquis qu'on a montré, c'est vraiment le niveau crayonné, ce qu'on a reçu comme première proposition. Et moi, il y avait vraiment deux choses. C'était à la fois peut-être
ouais, un ressenti un peu féminin de me dire: «Mais est-ce qu'elle est, enfin, comment se sent cette jeune femme avec un énorme loup dans son salon?» On a besoin de voir son visage pour, être sûr qu'elle est pas, dans une situation inconfortable. Enfin, je trouvais que voilà, la voir un peu prisonnière chez elle avec ce gros loup qui lui bloquait le passage, il y avait quelque chose d'un petit peu inconfortable qui reflétait pas l'ambiance qu'on voulait pour cette scène. Et effectivement, comme Nicolas disait, on la voit beaucoup de dos, donc c'était bien de voir son visage. Et en même temps, il y avait dans ces deux scènes où on a cet intérieur avec un dialogue, mais qui est en fait une juxtaposition de monologue, puisque le loup parle et ensuite la jeune femme chante, et les deux ne sont pas encore vraiment dans un dialogue. Et c'était intéressant d'avoir ces deux images justement qui reflétaient ça, d'avoir un personnage devant, l'autre derrière, et puis d'échanger. Et on contraste de manière plus forte peut-être avec la fin, où justement on arrive à une forme d'échange qui est plus sincère et qui est plus réelle, et où les personnages se font face pour la première fois. Donc Alors ouais, c'est vraiment... emblématique aussi de votre travail, très étroit avec, l'illustratrice et la capacité que vous avez eue à travailler, continuer à travailler votre texte, tout au long de cette, élaboration, et vous nous disiez aussi à quel point vous aviez, d'abord traduit pour l'édition anglaise, puis ensuite retravaillé votre texte pour l'édition française, donc avec des allers-retours, très nourris. On a là 2 images qui sont intéressantes, donc, une qui est de l'ordre de l'esquisse, c'est ça, d'un tout premier projet? Ouais, là c'est le crayonné, donc c'est vraiment quand on avait stabilisé plus ou moins une version du texte avec l'éditeur anglais qui nous convenait à tous. Et Julia avait fait des premières propositions donc au stade crayonné. Et une fois, ensuite on retravaillait le texte, et puis après il y a eu la proposition finale. Et sur celui-ci, ça a été un peu une surprise parce qu'on a beaucoup, enfin les deux ont changé entre le stade crayonné puisqu'on l'a reçu en illustration finale. Et autant on avait eu l'éditrice Émilie, notre éditrice en Angleterre, nous avait poussé à rajouter du texte en disant là c'est un moment dur, le loup, il faut qu'on sente le danger, qu'il soit vraiment sur une forme de franchir un obstacle, etc. Et donc on avait rajouté ce petit paragraphe pour donner cette impression de danger. Et la proposition finale de Julia, on peut peut-être voir ensuite, euh, après ce crayonné, a été d'aller vers quelque chose de très épuré. Moi qui me fait beaucoup penser aux étangs japonaises comme celle-ci, et de beaucoup plus simple, voilà. Et du coup, on a eu envie d'avoir ce miroir dans le texte et de se limiter à cette seule phrase pour faire, voilà, pour être dans la même ambiance et pour faire vraiment écho à ce que l'illustration faisait ressentir au final. Donc on a vraiment eu les deux, une espèce de dialogue. Nous, on ajustait le texte, parfois on nous demandait d'ajuster l'image, mais voilà, on a vraiment essayé de faire en sorte que les images et le texte se répondent, et surtout soient dans le même ressenti, aille provoquer une émotion chez le lecteur qu'on essayait vraiment de viser avec elle. Et Alors, vous avez à la fois, une écriture qui est proche de l'écriture, des contes, écrits, avec, un lexique, recherché, un rythme, et vous pouvez aussi aller vers, un style, beaucoup plus ciselé, rapide. Comment, est-ce que vous avez d'abord, réfléchi, ce style à l'aune, d'une écriture traditionnelle des contes? alors, oui, oui, en fait, on a beaucoup travaillé le style. Peut-être pas forcément, enfin, en tout cas pour ma part, peut-être que Myriam en dira plus tout à l'heure, mais pas forcément en pensant aux contes, en tout cas au style des contes, mais plus en essayant d'avoir un rythme musical. C'est-à-dire qu'il il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la musique dans ce conte. Elle fait partie de l'histoire, puisque le loup vient écouter cette jeune femme chanter, et que c'est les chants de cette femme qui lui manquent avant d'en arriver à ce langage qu'il partage. C'est d'abord ce langage universel de la musique qui le touche lui. Et on avait envie d'avoir ce ressenti de la musique dans le texte, et donc de travailler les allitérations, de travailler sur le rythme des paragraphes. Je pense que c'est aussi une des choses qui nous a poussé sur l'image qu'on montrait tout à l'heure,
à avoir aussi des moments qui soient plus épurés, des moments où en fait la musique s'arrête, hein. Il y a beaucoup de musiciens qui disent que le plus important dans la musique, c'est les silences. Et c'est vrai qu'on aimait bien avoir cette page au milieu, un petit peu épurée. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Donc, on a cherché à avoir des phrases plus courtes quand la situation s'accélérait, quand le loup vivait des choses dures, et avoir des phrases un peu plus longues quand on était dans la description, dans des moments un peu plus paisibles, pour un peu soutenir aussi le rythme de la lecture et ce que pouvait ressentir le lecteur en lisant ce livre, quoi. Je suis sûre que pendant ce temps-là, François Place est en train de scruter la neige. J'ai déjà bien regardé le livre, j'adore les images vraiment, je les trouve très très belles. Alors François, Euh, justement, comment vous avez travaillé votre écriture? Chaque double page est une séquence de l'histoire, un chapitre de l'histoire de cette dynastie. C'est vraiment un texte dans les purs, je trouve, parce que on a en quelques phrases toute l'ambiance et l'étape que représente un roi ou une reine de cette dynastie, et en même temps c'est extrêmement évocateur. euh, oui, je dirais que la difficulté, c'est ça, c'est de faire des phrases assez simples alors qu'on veut raconter quelque chose. Soit pour le conte du loup, par exemple, j'imagine qu'il y a enfin, il y a toute la partie fantastique qu'on a envie peut-être parfois de faire ronfler, enfin, d'aller dans des métaphores, etc. Et puis, c'est parfois mieux, c'est effectivement de resserrer les écrous, de resserrer les vis, et puis de rester sur un texte très lisible, très facile à lire, mais quand même qui porte je sais pas, il faut que ce soit par moments assez épique, assez, bon, et puis, il y a toute la prose un petit peu qui est attachée au roi et aux reines et qui est toujours parfois un peu, on peut se permettre d'avoir des adjectifs de temps en temps un petit peu ronflants comme ça, un petit peu, euh, je perds le fil de mon idée. J'ai perdu le Un fil de peu mon idée. recherché, oui, mais c'est vraiment toute la tension qu'on a positive dans ce livre entre le récit quand même qui a des allures épiques et en même temps la capacité à s'installer dans une image et dans un univers, puisque chaque roi et reine apporte sa spécificité dans cette construction et dans cette très grande histoire. Oui, mais je pense que dans, dans des albums jeunesse comme ceux-ci, où on travaille vraiment le texte et l'image ensemble, même si l'illustratrice n'est pas forcément physiquement là, mais il y a un travail commun sur le texte et l'image, j'ai l'impression que vraiment on peut jouer vraiment sur la complémentarité, parce qu'on peut apporter plein de choses avec l'image qui ne sont pas dites dans le texte. Et du coup, le texte peut se contenter d'être une sorte de fil conducteur qui va à la fois expliciter les images, mais pas non plus se réduire à ça, quoi. Il faut que ce soit quelque chose qu'on a plaisir à lire et puis en même temps s'arrêter sur l'image. À mon avis, un album, c'est un texte qui prend son temps, quoi. On chemine. Et donc, on s'arrête, on a lu une partie, on a lu une page et on ne tourne pas immédiatement. Voilà, on revient un petit peu sur l'image, on se promène dedans, et quand on repart, on a fait un petit bout du voyage, je vais dire. On a fait un petit chemin entre les deux pages. Et ce petit bout de chemin entre les deux pages qui correspond à la tourne, quand on tourne une page, ben c'est apporté d'emblée par l'image. Il nous dit voilà, tu es arrivé ici, c'est la prochaine étape. Et voilà, le plaisir de lire le texte est conduit par les images, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Voilà, c'est évidemment des textes, dans les deux cas, je crois qu'on peut lire à blanc, c'est-à-dire sans les illustrer, parce ils se portent tout seuls. Mais cet apport des images fait ça rejoint l'idée de la musique. Oui, on introduit comment dire, un cheminement, on introduit un temps pour le lire qui est plus lent que la lecture normale d'un texte comme celui-là, par exemple. Je ne sais pas si je suis très clair. Myriam, Mais c'est... parfaitement clair.
Parfaitement. Myriam et Nicolas, en effet, comment avez-vous, parce que François parlait de la spécificité de l'objet album, la manière dont on le lit, mais l'une de ces spécificités, c'est aussi d'être lu le plus souvent à l'enfant et donc d'être oralisé. Comment avez-vous travaillé cette oralité dans la mesure où votre texte a fait ses nombreux, enfin en tout cas au moins 7 allers-retours dans la langue anglaise? Alors, on l'a travaillé, je dirais, de la même façon, ou en tout cas dans le même esprit. Après, avec une liberté qu'on s'octroyait étant à la fois auteur et traducteur, donc on n'avait pas forcément l'impression de se trahir nous-mêmes en ayant une recherche de cette musicalité, peut-être pas toujours aux mêmes endroits. Il y avait des moments où en anglais, voilà, on a vraiment cherché à avoir des sons qui se répètent, des allitérations, ou à construire des phrases, voilà, pour faire émerger une musique. C'était pas toujours au même endroit, ou en tout cas de la même façon en français, mais on a essayé de faire en sorte que ça soit présent aussi. Voilà, en français, par exemple, on avait traduit, on disait que le loup, qu'il était a shadow in a silent world, et on l'avait traduit par une ombre dans un monde muet, pour avoir ce murmure de ces pas qu'on va chercher, alors qu'en anglais on était plus dans quelque chose de chointant et peut-être plus sombre aussi. Et tous les deux, on est, je pense, assez sensibles à la musicalité du texte. On se lit notre texte à voix haute pour être sûr que ça colle, que ça va bien sonner. Donc on va parfois discuter très longtemps sur une petite phrase, ou est-ce qu'il manque un and, ou est-ce qu'il faut supprimer le et. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Et comme disait Nicolas, il y a la forme, il y a cette façon dont on a travaillé la langue. Il y a aussi le fond, où vraiment la musique, elle est entremêlée au récit. C'est ce qui va charmer le loup. C'est un langage premier. C'est vraiment ce qui est la première porte d'entrée vers l'autre aussi. Et c'était aussi tout ce qui est une forme de musique naturelle qu'on a essayé de rendre. Je pense qu'on est tous les deux très sensibles vis-à-vis de la nature, des animaux, et donc on a vraiment voulu rendre cette atmosphère des bruits de la forêt, des griffes de l'écureuil sur l'écorce, des feuilles qui tombent, toute une musicalité qui vient en fait de la forêt en elle-même et de cet environnement qu'on a voulu traduire. Je sais pas, Nicolas, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais j'allais dire, en plus, c'est un travail qui continue, puisque en fait, on l'a lu plusieurs fois, et qu'à la lecture, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Donc, à la lecture, on a supprimé des articles, on a rajouté des dit-il et des dit-elle. Et en fait, c'est un travail qui évolue. Effectivement, c'est important, je pense, d'entendre son texte, parce que c'est pour ça qu'il est écrit, c'est pour être lu ensuite et partagé, quoi. Alors, on arrive bientôt au terme de cette rencontre. Georges Jean, dans Le pouvoir des contes, évoquait les scénarios existentiels que sont les contes ou les mythes. Est-ce que, pour conclure cette rencontre, vous voudriez nous dire, pour vous, pour les jeunes lecteurs d'aujourd'hui, ce que votre histoire, ces deux histoires, peuvent trouver comme écho? François? Ça, je ne sais pas si je sais répondre à cette question, parce que je pense que chaque lecteur va trouver quelque chose peut-être de différent, quelque chose qui lui est propre. Moi, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire, qui est une histoire qui embrasse plusieurs siècles, et de rassembler ça un peu comme dans la peinture de Bruegel en un seul livre, c'est-à-dire de compacter le temps, et puis de montrer qu'il y a certaines œuvres qui se déroulent comme ça sur des années et des années, et de faire toucher un petit peu du doigt cette idée, voilà, du temps long, voilà, à travers le texte et les images. Et puis la partie conte, c'est vrai qu'à la fin, quand on se retrouve dans les ruines avec l'ermite qu'on a trouvé au début de l'histoire, c'est parce que je pense que beaucoup de contes sont des histoires circulaires, en fait. Beaucoup de contes sont des histoires où
on part d'un certain point et on revient au même point, mais en ayant fait un certain chemin entre les deux. Et j'aime ça, j'aime cette idée de l'histoire circulaire, du conte qui revient sur son début, en ayant emmené le lecteur sur une longue promenade. C'est vrai qu'à la fois cette dimension syncrétique, cette dimension circulaire, elle est très forte par rapport au modèle du monde moderne et du monde d'aujourd'hui, dans ses mouvements, dans ses structures. Nicolas et Myriam, Je comment voudrais vous juste voyez dire, les échos qu'on peut trouver à ce conte, au vôtre? moi j'allais parler de celui de François. Vous voulez Mais On non, peut mais parce que finir sur l'image de Babel, tous, hein. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, ce que j'y ai vu, en tout cas, c'est, j'ai vu une histoire sur l'héritage et sur la fragilité de ce qu'on construit, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que ça résonnait avec beaucoup de choses qu'on vit ou qu'on voit dans nos pays ou dans d'autres. En ce moment, ces choses, ces monumentales qui sont construites par nous et comment un règne peut le menacer et le mettre en ruine, quoi. C'est comme ça, c'est ça qui m'a parlé, en fait, dans le livre de François. Et oui, et moi je suis assez d'accord aussi donc avec ce que disait François Place, qui est que le plus important, j'y vois des choses, moi, donc dans le Talisman du loup, j'ai ma propre lecture, et pour moi, il y a des messages qui sont importants, qui sont de l'ordre de la communication, du fait que de l'importance de se dévoiler, d'accepter de montrer une part de vulnérabilité pour arriver à un rapport à l'autre qui soit réel et qui soit réellement intéressant. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est justement qu'il y ait cette multitude d'interprétations possibles, et c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu ménager avec Nicolas. On s'est un peu battu pour maintenir des zones d'ambiguïté et pour ne pas tout expliquer. Et faire confiance aussi au lecteur et accepter que ce texte nous échappe d'une certaine manière et qu'on puisse y voir des choses que nous-mêmes n'avions pas forcément vues, ou qui sont des interprétations qui vont nous surprendre. Donc c'était vraiment un des objectifs de ce texte, dans notre travail, de se réserver des parts d'ombre et voilà, de laisser le lecteur faire son chemin dans cette histoire. Je pense que c'est une très belle image de conclusion que de laisser les lecteurs effectivement faire leur part, se projeter dans ces beaux livres, vraiment, j'insiste. Donc tous les deux publiés chez Gallimard Jeunesse avec une très très belle fabrication. J'espère qu'on aurait réussi à vous montrer que les contes sont toujours vivants, à la fois dans la tradition et dans la modernité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être en rappelant les deux titres. Donc, il s'agit de Roi et Reine de Babel de François Place et Le Talisman du loup de Myriam Daman et Nicolas Digard. Je vous souhaite une très belle fin de salon à tous et nous espérons vous retrouver en vrai sur la 37e édition du salon l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.